Alors, avant de commencer la vidéo, j'en profite juste pour dire qu'un Discord est ouvert. Vous trouverez le lien en description. Ça vous permettra d'échanger sur vos projets que vous êtes en train de faire, hein. Il y a pas mal de projets intéressants que des gens de la communauté développent, et puis on pourrait un petit peu échanger de ça, en tout cas échanger sur ça. Et puis, j'ai aussi créé un petit salon aussi, notamment pour les professionnels qui parlent peut-être un peu plus de leur métier au niveau technique, savoir si vraiment pour des étudiants ou pour des gens qui souhaitent se réorienter, ça leur correspondrait techniquement ou un petit peu intellectuellement, etc. Donc je pense que s'il y a encore plus de personnes qui le rejoignent, ça peut apporter pas mal de valeur à pas mal de personnes, hein, justement. Donc n'hésitez pas, allez, la vidéo va commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va parler d'un petit projet qui permet en fait, que j'ai fait en C++, hein, qui permet en fait d'émuler les instructions d'opérations fondamentales. Donc en fait les additions, les soustractions, multiplications et divisions directement en fait au niveau binaire. Alors pourquoi est-ce que déjà d'un côté ça sert à rien et d'un autre c'est assez intéressant, je trouve. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'en fait en tant que développeur, même quand on fait de l'assembleur, on va vraiment jamais manipuler bit par bit les types entiers, flottants, doubles, ou ce que tu veux en fait pour faire des additions et des soustractions, divisions et multiplications, quoi, hein. Même en assembleur, tu vois, t'as les keywords mult, add, sub, etc., tu vois. Donc bon, il n'y a pas non plus ultra d'intérêt à faire ça, à part l'intérêt de savoir à peu près comment quand même les bits sont manipulés pour faire du coup, pour répondre en fait à des opérations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on y va tout de suite. Alors déjà, avant de commencer, évidemment, il faudrait un moyen de trouver la représentation binaire en fait, hein, d'un entier ou d'une valeur flottante, d'une valeur double. Comment on va faire ça? Alors en C++, il y a un truc déjà qui est quand même pas mal, c'est ce qu'on appelle un union. Alors un union c'est quoi? Alors, là, je vais vous montrer, tu vois. C'est très simple un union en fait. C'est sur un même espace mémoire, vous avez une même valeur sur un même espace mémoire, et en fait, il y a différents types qui vont se partager en fait un format de la même valeur, tu vois. Donc en gros, imaginons qu'à l'espace mémoire A, j'ai un entier qui soit stocké 14 par exemple, et bah du coup quand tu vas le récupérer, en fait on va le récupérer en tant qu'entier, tu vois, 14 que tu pourras après manipuler pour faire des opérations ou tout ce que tu veux. Bon, c'est très bien, hein. Mais en fait pour avoir du coup sa représentation binaire, il faut passer par un état intermédiaire, tu vois. Et un état intermédiaire qui serait pas mal, c'est en fait un array, donc là, en l'occurrence, X array, donc c'est en fait un vecteur de taille fixe, hein, de taille size of int, donc size of int, en fait, c'est 4, hein. Et pourquoi c'est pas mal, en fait, un array de type unsigned char, c'est parce qu'en fait, chaque élément de l'array correspond à un octet, donc 8 bits. Et depuis un octet, tu peux facilement, en fait, en déduire sa représentation binaire. Donc si tu en déduis toute la représentation binaire de chacun des éléments de X-array qui correspond en fait à une représentation spécifique de l'entier que tu as mis à l'espace mémoire, du coup tu vas avoir en fait une représentation binaire exacte de l'entier que tu veux, tu vois. On va faire tout de suite. Par exemple, là en gros, attendez, je vais vous faire Firefox. Pour aller dans en convertisseur binary to int par exemple, on va voir, il y a un site qui est très bien, là, c'est celui-là, tu vois. Donc on va tester un truc. Donc tu vois là j'ai mis moins, alors on va dire que je mets 14, tu vois. Donc là je vais créer un objet OG1 à partir de inStore, hein, qui est un union. Je mets en fait en valeur à l'entier de OG1 14. Ensuite je vais juste créer en fait un array où je vais pouvoir en fait copier tout ce qui a été mis du coup dans l'union en tant que array dans l'array que je viens de créer. Et ensuite je vais appliquer en fait la fonction byte to binary int. Byte to binary, hein, c'est donc d'octet à une représentation binaire pour l'entier. Comment ça marche? Comment cette fonction en fait elle marche? En gros, alors je stipule déjà qu'on est sur en fait un système d'encodage assez récent. Pourquoi? Parce que les systèmes d'encodage relativement modernes, et puis modernes évidemment, vont utiliser le Little Endian. Alors Little Endian c'est quoi? En fait c'est un système pour encoder des valeurs où, tu vois, genre normalement, tu vois, si je mets par exemple 0 à 1, en fait j'ai 3. On va mettre une plus grande valeur comme ça, hein. Donc là ça me fait 121, tu vois. Et là il y a deux trucs qu'on va pouvoir voir. Plus en fait les bits situés à droite, plus ils sont situés à droite, les bits, moins ils sont ce qu'on appelle significatifs. Tu vois, si je change en fait le bit le plus à droite possible, ça n'a pas beaucoup changé en valeur, hein. On est passé de 121 à 120, donc ça n'a pas beaucoup changé. Pareil, si je modifie celui-là, ça n'a pas vraiment beaucoup changé aussi. Par contre,
si je changeais ce bit-là, bon bah là, on part quasiment de 122 à 250. Donc en fait, les plus significatifs sont à gauche et les moins significatifs sont à droite. Ça, c'est comment vont être représentées les valeurs avec la forme, avec l'encodage big endian. Mais avec l'encodage little endian, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, bon bah, les bits les plus significatifs vont être à droite et les moins significatifs à gauche. C'est pour ça que dans la conversion d'un octet à une forme binaire, en fait, voilà, je pars directement de l'octet ce qui serait avec le little endian, le big endian le moins significatif, mais avec le little endian du coup c'est le plus significatif, donc à droite, hein, tu vois, size of int -1, où je vais en déduire du coup, en fait de l'octet je peux en déduire une valeur entière, et de la valeur entière je fais un petit algorithme qui me permet d'avoir en valeur entière une représentation binaire, et en fonction de ça, à chaque fois je vais construire le vecteur qui va être sorti de la conversion du vecteur d'octet en vecteur binaire, et puis voilà. Et donc, comment ça se passe? Tac, tu vois, là j'écris en fait, j'ai mon vecteur, enfin j'ai mon array d'octet, tu vois. Là je vais convertir l'octet en représentation binaire, tac tac, et je vais juste là du coup itérer en fait sur le vecteur le deck, en fait c'est un deck, hein, mais bon ça agit comme un vecteur, bref, de la représentation binaire en fait, de l'entier, enfin de l'octet, mais qui lui-même est basé sur l'entier, et puis du coup, ça je vais en parler plus tard de ça. Et du coup, là, si je vais en gros compiler ça, tu vois, test2.cpp, résumé, donc là, j'ai ça, du coup. Donc évidemment, je suis sur 32 bits. Pourquoi? Parce qu'un entier est stocké sous 32 bits, 4 octets, sur un système 64 bits. Donc, et là, si je vais juste regarder ça, on a bien 14. Tu vois, là, on a bien 14. Je peux faire n'importe quel nombre, hein, techniquement, tu vois, 19 par exemple, il n'y a normalement aucun problème, hein. Ça va suivre exactement le même schéma de conversion. Donc, 219, super, pas de problème. Donc maintenant, il y a un truc aussi pour les valeurs négatives où il y a une subtilité en fait, tu vois. Là, si en fait je mets une valeur négative, tu vois, et que je compile ça, et que j'exécute le programme, on a un truc très bizarre. Enfin, si je le passe, alors donc, hop là, si je le passe à la conversion, là sur le site internet, ah merde, attendez, excusez-moi, hop là, bon bah il donne pas du tout ce qu'on s'attendait en fait. C'est parce que en fait, pour les nombres donc signés négatifs en fait, ils vont être représentés dans ce qu'on appelle la forme complémentaire, c'est-à-dire que tous les 1 vont être shiftés par des 0, et inversement, hein, les 0 vont être shiftés par des 1. Et donc c'est pour ça, et puis aussi on va additionner 1. C'est-à-dire que si j'applique la fonction que j'ai fait là, flip binary négative, là juste, on va voir flip binary négative, qui est juste là. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle va juste littéralement, si tu veux, tac tac tac, voilà, elle va itérer sur le deck booléen. Elle va juste du coup remplacer les 0 par des 1 et des 1 par des 0, tu vois. Si tu prends l'opposé de 0, c'est 1. Enfin, si tu prends, vu que c'est des vecteurs booléens, si tu prends le contraire de faux, c'est true, et le contraire de true, c'est false. Donc, super. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, on va additionner 1. Voilà, en gros, tu shift et après, tu additionnes 1. Et ça, c'est l'algorithme pour passer, en fait, d'une... alors, évidemment, moi, je fais une émulation, mais au niveau électronique, c'est pas du tout... Enfin, ça se fait de manière plus sympathique que ça, quoi. Donc là, c'est vraiment juste pour histoire de comprendre un petit peu comment passer d'une représentation binaire qu'on s'attendrait à avoir à la double représentation. Hein. D'ailleurs, c'est pas un truc que je vais utiliser pour les émulations de calcul. Je me suis directement basé sur... la double représentation sans passer par un shift qui serait un peu bizarre et qui serait un peu trop de calcul pour rien en fait. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et donc voilà, donc j'additionne 1, pourquoi? Parce que en gros, tant que c'est pas égal à 0, du coup, attendez, tant qu'en fait que c'est égal à 1, en fait, en gros si j'ai mon vecteur binaire qui est juste là et que je veux additionner 1, bon en fait le 1 il va devenir 0 et là, merde, attendez, imaginez juste ce truc là, et que j'additionne exactement juste 1, donc ça va faire 0, 0, 0, ça 31 fois, et j'ai un 1 à la position 32. Et donc à la position 32, c'est exactement là où est situé ce 1 là. Si j'additionne 1 à 1, en fait, bon vu comme en base binaire, là on passe en 0 si tu veux, et là, hop là, on va être en 1. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc techniquement, tant que je suis différent de 1, en fait, je vais aller
voir avant pour voir ce qui se passe. Et en fait, avant, qu'est-ce qui se passe? Pareil, imaginons que au lieu d'avoir juste 1, j'ai 2, 1. Bon, bah, là, si je rajoute 1 à la 32e position, bon, bah, je vais être excusez-moi. Donc là, je suis à combien là? Je suis à un truc très grand, tu vois. Donc techniquement, si j'ajoute 1, je suis à 884 à la fin, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plus 1, hop, ça devient 0. Et pareil, après, on va à gauche, mais il y a encore un 1, donc ça devient 0. Et là, hop, il y a finalement un 0, donc on passe à 1. Et donc là, ça fait bien 884 à la fin. Donc bon, ok. C'est comme ça exactement que ça se passe, tu vois, cet algorithme-là. On shift 0, 1, 1, ça devient 0. Et on additionne 1. Inversement, du coup, pour passer de négatif à positif. Enfin, voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que, en appliquant cet algorithme-là, et que après, si je réitère dessus, bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça. Donc là, tu vois, si je le mets, alors, on va pas mettre le bit de signature, parce que le bit de signature, c'est le premier bit qui dit juste je crois, au système d'exploitation, si en fait tu vas voir un entier négatif ou positif. Donc si le bit de signature est égal à 0, c'est quelque chose de positif, sinon c'est un truc négatif. Bon, on y va. Donc là, techniquement, voilà, si je le remets juste là, on a bien un 219, tu vois, on a bien 219, ce qu'on avait mis juste avant. Donc, enfin, du coup, moins 219, mais ça fait bien 219, et avec le bit de signature, ça ferait moins 219, voilà, bref. Vous avez un petit peu compris le truc. Et alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la double représentation? Alors là, je suis pas électronicien, mais dans l'émulation, c'est vrai que j'ai vu quand même que ça permet de généraliser, en fait, les algorithmes d'addition. C'est-à-dire que, je vais peut-être en parler tout à l'heure, mais en gros, tu auras le même algorithme d'addition, que ce soit pour additionner deux entiers positifs ou deux entiers négatifs, ou négatif à positif, ou alors positif à négatif. Donc au niveau vraiment des architectures processeurs, ça simplifie un petit peu la chose de ce que j'ai vu, et aussi au niveau de mes renseignements, de ce que j'ai cherché. Donc voilà, je fais une petite pause là, vite fait. Hop là. Ok, donc là on va parler du coup de l'addition. Alors l'addition, pareil, c'est assez straightforward, hein, si je puis dire. On va créer juste deux objets qu'on va en déduire avec un union leur représentation d'octet, tout simplement, hein, leur array d'octet. Et à partir de leur array d'octet, évidemment, on va en déduire leur représentation binaire en global, pour ensuite les mettre du coup dans la fonction d'addition standardisée qui s'appelle abstraction in same type addition, que j'ai fait, dont on va parler. Et ensuite, bon, on retourne avec une représentation binaire du résultat, qu'on va ensuite convertir du coup avec la fonction binary to bind int en array d'octet, qu'on va ensuite mettre du coup dans un objet de type instore, pour ensuite avoir du coup le résultat fini. Donc techniquement, si je fais -6, bon, techniquement ça fait -12. Donc, super. Comment ça marche? Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de comment on allait jouer un petit peu avec des doubles représentations au niveau des entiers signés. Alors oui, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Alors, parce que vous voyez que de là, dans tout simplement la fonction d'addition standardisée, en gros, donc quand je dis standardisé, c'est parce que vous pouvez mettre des nombres négatifs avec des nombres positifs, inversement, quoi, positif, positif et négatif, négatif. Donc, et comment ça marche? Bon, évidemment, je vais quand même détecter des cas particuliers, tu vois. Par exemple, si le premier est négatif et que le deuxième est positif, inversement, si les deux sont positifs ou alors si les deux sont négatifs. Mais le truc, c'est que là, vous voyez à chaque fois que l'algorithme d'addition que j'appelle, c'est le même. La fonction d'addition, c'est exactement la même. Et la fonction, tu vois, c'est int CPU same type addition. À chaque fois, dans tous les cas particuliers. Ce cas-là, bon, bah, s'ils sont égaux, tu mets si return x, enfin return 0, quoi, bref. Dans tous les cas particuliers, c'est exactement le même algorithme que je vais appeler. Donc ça permet une standardisation des additions. Donc ça, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que in same type addition, et bah, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est cette fonction-là qui va juste très simplement. Alors attendez. Non, attendez, où est-ce que j'étais? C'est in CPU, voilà, in CPU same type addition. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne va même pas checker des conditions particulières. Les conditions particulières ont été checkées dans la fonction qui va l'appeler elle-même. Donc tu vois, ça exécute à chaque fois le même algorithme. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'est juste que j'ai trois arguments, en fait, tout simplement les deux représentations binaires que je dois additionner, et un index spécifique que à chaque fois je vais mettre égal à 0 dans le deck binaire, enfin booléen que je vais renvoyer, et donc à chaque fois, et après je vais additionner ça.
Alors du coup, c'est une rétro-ingénierie d'un algorithme, enfin de l'algorithme d'addition que j'essaie d'un petit peu de faire dans ma tête. Et donc ça donne ça. Et à chaque fois, ça marche bien, tu vois. Alors je veux évidemment open source, hein, tout ce que vous voulez, c'est très bien en description. Tu vois, si je mets moins 687 avec 16, que je compile ça, bon, que je vais runner ça, moins 671, oui, bah oui, oui. Tu vois, moins 687 plus 16, moins 671, avec à chaque fois le même algorithme, juste avec un check de cas particuliers, tu vois, et comment est-ce que je vais changer mes additions en fonction des cas particuliers. Bah, c'est juste que je vais inverser en fait, enfin comment dire, attendez, on va voir ce que je vais faire, ce que j'ai fait dans la fonction. Parce que techniquement une addition c'est commutatif, donc, mais ce que je vais faire, alors attendez, où est-ce que c'est oui, en fait non, c'est juste repérer à chaque fois là où, en fait, où les deux étaient différents et mettre dans le vecteur de sortie un 0 au premier bit de différence entre les deux représentations binaires des deux nombres. Et après j'applique le même algorithme de simple addition binaire, quoi. Donc ça c'était assez intéressant à faire, quoi. C'est d'où l'unification de l'algorithme d'addition, peu importe les nombres négatifs ou positifs. Il faut juste un petit check avant du coup. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche en tout cas pour l'addition. Donc voilà. Ok, donc là on va parler du coup de l'addition. Alors l'addition, pareil, c'est assez straightforward, hein, si je puis dire. On va créer juste deux objets qu'on va en déduire avec un union leur représentation d'octet, tout simplement, hein, leur array d'octet. Et à partir de leur array d'octet, évidemment, on va en déduire leur représentation binaire en global, pour ensuite les mettre du coup dans la fonction d'addition standardisée qui s'appelle abstraction in same type addition que j'ai fait, dont on va parler. Et ensuite, bon, on retourne avec une représentation binaire du résultat qu'on va ensuite convertir du coup avec la fonction binary to bind int en array d'octet qu'on va ensuite mettre du coup dans un objet de type instore pour ensuite avoir du coup le résultat fini. Donc techniquement, si je fais moins 6, bon, techniquement ça fait moins 12. Super. Comment ça marche? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de comment on allait jouer un petit peu avec des doubles représentations au niveau des entiers signés. Alors oui, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Alors, parce que vous voyez que là, dans tout simplement la fonction d'addition standardisée, en gros, donc quand je dis standardisé, c'est parce que vous pouvez mettre des nombres négatifs avec des nombres positifs, inversement, quoi, positif et négatif. Donc, et comment ça marche? Bon, évidemment, je vais quand même détecter des cas particuliers, tu vois. Par exemple, si le premier est négatif et que le deuxième est positif, inversement, si les deux sont positifs ou alors si les deux sont négatifs. Mais le truc, c'est que là, vous voyez à chaque fois que l'algorithme d'addition que j'appelle, c'est le même. La fonction d'addition, c'est exactement la même. Et la fonction, tu vois, c'est int CPU same type addition. À chaque fois, dans tous les cas particuliers. Ce cas-là, s'ils sont égaux, tu mets si return x, enfin return 0, quoi, bref. Dans tous les cas particuliers, c'est exactement le même algorithme que je vais appeler. Donc ça permet une standardisation des additions. Donc ça, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que in same type addition, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est cette fonction-là qui va juste très simplement. Alors attendez. Où est-ce que j'étais? C'est int CPU, voilà, int CPU same type addition. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne va même pas checker des conditions particulières. Hein. Les conditions particulières ont été checkées dans la fonction qui va l'appeler elle-même. Donc tu vois, ça exécute à chaque fois le même algorithme. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est juste que j'ai trois arguments, en fait, tout simplement les deux représentations binaires que je dois additionner, et un index spécifique que à chaque fois je vais mettre égal à 0 dans le deck binaire, enfin booléen que je vais renvoyer, et donc à chaque fois, et après je vais additionner ça. Alors du coup c'est une rétro-ingénierie d'un algorithme, enfin de l'algorithme d'addition que j'essaie d'un petit peu de faire dans ma tête, et donc ça donne ça, et à chaque fois ça marche bien, tu vois. Alors je veux évidemment open source, hein, tout ce que vous voulez, c'est très bien en description. Tu vois, si je mets moins 687 avec 16, que je compile ça, bon, que je vais runner ça, moins 671, oui, bah oui. Tu vois, moins 687
407 plus 16 moins 671, avec à chaque fois le même algorithme, juste avec un check de cas particuliers. Tu vois, et comment est-ce que je vais changer mes additions en fonction des cas particuliers? Bah, c'est juste que je vais inverser en fait, enfin comment dire, attendez, on va voir ce que je vais faire, ce que j'ai fait dans la fonction. Parce que techniquement une addition c'est commutatif, donc, mais ce que j'ai fait, alors attendez, où est-ce que c'est? Oui, en fait non, c'est juste repérer à chaque fois là où, en fait, où les deux étaient différents et mettre dans le vecteur de sortie un 0 au premier bit de différence entre les deux représentations binaires des deux nombres. Et après j'applique le même algorithme de simple addition binaire, quoi. Donc ça c'était assez intéressant à faire, quoi. C'est d'où l'unification de l'algorithme d'addition, peu importe les nombres négatifs ou positifs. Il faut juste un petit check avant du coup. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche en tout cas pour l'addition. Donc voilà. Ok, alors bonjour à tous, donc, enfin bonjour à tous, non, rebonjour à tous. Donc là je vais parler du coup maintenant de l'addition entre nombres décimaux, donc entre nombres flottants et doubles. Je vais juste partir de l'exemple des nombres flottants parce que tout simplement, bon bah il faut au moins. C'est quoi déjà la différence entre flottant et double? C'est juste que dans leur double c'est plus précis, mais du coup ça demande plus de stockage. C'est stocké sur 64 bits, 8 octets et 4 octets du coup pour les flottants, contrairement au double. Donc les flottants un peu moins précis, mais ils demandent moins d'espace mémoire. Bref, alors c'est évidemment des nombres stockés selon la norme I3E754, un bit de signature. Ensuite on a 8 bits alors pour les flottants du coup qui vont décrire l'exposant et le reste, donc 23 bits pour la mantis. Donc en gros qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre mantis fois 2 puissance l'exposant et ça va donner votre nombre décimal que vous avez stocké directement avant, quoi, tout simplement. Maintenant votre mantis quand elle est calculée, imaginons alors, un cas bizarre, imaginons que la mantis elle est égale en fait, à 2 bits. Donc vous calculez votre mantis et vous voyez qu'en fait elle fait 1, 0, 1. En fait, vous supprimez votre 1, le premier 1, parce qu'à chaque fois, votre mantis, ça va finir par 1. Donc, pour optimiser un petit peu le stockage, vous supprimez le premier 1, tu vois, qui apparaît le 1 le plus significatif, et ensuite, vous stockez votre mantis. Comme ça, en fait, ça va être un peu plus simple. Et lorsque le système d'exploitation, par exemple, va fetcher les valeurs, et ben, en fait, il va savoir que la mantis, il y a un 1 à rajouter au début, quoi. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. J'ai fait un petit programme là du coup de test pour calculer des additions entre valeurs flottantes, donc pareil, exactement pour les valeurs entières, en tout cas au niveau du fait de calculer leur représentation binaire, donc ok. Tu vois, si je compile, donc là j'ai fait quoi? J'ai fait moins 9,81 plus 1,6, donc c'est censé faire moins 8,21. Donc on y va quoi. Alors hop là, et puis on y va. En effet, moins 8,21 et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a la fonction, tout simplement, que j'ai utilisée, donc I3E 754 float to float addition. Alors, bon, on n'a pas de représentation complémentaire, contrairement aux entiers signés. On a juste, en fait, ce qui va nous dire que c'est un négatif ou un positif, ça va être le bit de signature. Donc, on n'aura pas exactement le même algorithme pour l'addition selon des cas particuliers, tu vois. Par exemple, bon, si c'est du positif, positif, c'est addition. Pareil, négatif, négatif, c'est aussi de l'addition. Par contre, négatif, positif, ou positif, négatif, en fait, en fonction, tu vois, c'est comme si je te fais moins 3 plus 5, bon, bah, moins 3 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 2. En fait, c'est 5 moins 3, tu vois. Et inversement, moins 5 plus 3, bah, ça fait moins 2. Donc, tu peux faire, par exemple, 5 moins 3, ça fait 2, et tu changes le bit de signature, et ça fait moins 2. Donc, c'est un peu des tricks comme ça qu'on va utiliser. Donc, tu vois, le truc, c'est que quand j'ai fait le 5 moins 3 ou voilà, un truc comme ça, du coup, j'ai utilisé l'algorithme de soustraction et non d'addition. Donc, on n'a pas d'uniformité dans l'addition des nombres flottants et doubles. En fait, si on regarde bien sous le capot, ça va des fois appeler quand même de la soustraction en fonction de cas particuliers. Donc, c'est pour ça que tu vois, genre là, quand par exemple les signes sont égaux, à chaque fois, en fait. Alors, ce que je vais faire aussi, petite subtilité, c'est que je vais, comme en fait j'additionne la mantis, en fait c'est la mantis que je vais additionner, en fonction de l'exposant, je vais ajuster, tu vois, si j'ai un très gros exposant, ça va être la mantis, tu vois, en fait à chaque fois elle fait la même taille, tu vois, que ça soit 2,04 ou
120 399 par exemple, en fait la mantis, elle est toujours sur 23 bits. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est ajuster. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'on aura une différence au moins d'exposants entre les deux nombres, tu vois. Par contre, du coup, la mantis, malheureusement, elle est au même. Tu vois, les bits sont autant significatifs les uns que les autres. Alors que, bon, on sait très bien que la mantis de 2 points, je sais pas combien, elle devrait être décalée par rapport à la mantis du truc de 100 000, je sais pas combien, tu vois. Parce qu'en fait, on a une valeur entière qui est énorme et une valeur entière qui est moindre avec un code décimal. Donc, c'est pour ça que je vais en fait voir la différence entre les deux exposants et de la différence, de toute façon, ce que je vais faire, c'est ajuster en fait, hein, si tu veux, la significativité des bits de la mantis des deux flottants à additionner. Donc comment ça se passe? Donc là on a un delta, le delta d'où il vient en fait, tu vois. En gros le delta il est calculé déjà sur la valeur de l'exposant de la première valeur. Ensuite on a un pré-delta, enfin un autre delta qui est tout simplement la valeur de l'exposant du deuxième flottant à ajouter. Ensuite delta on va le retirer du coup pré-delta, donc si du coup c'est positif, c'est-à-dire que le premier est plus grand que le deuxième, et si inversement, du coup c'est-à-dire que le premier est inférieur au deuxième. Et donc en suivant ces cas-là, par exemple quand le premier, hein, imaginons qu'on avait 2 plus 100 000, je sais pas combien, tu vois, donc évidemment là le delta serait inférieur, tu vois. Bon bah si c'est inférieur, techniquement c'est la mantis, c'est la mantis que je vais ajuster du premier, tu vois, c'est la mantis du premier que je vais ajuster en faisant un pushback de 0 jusqu'à ce que la mantis soit alignée avec la deuxième. Et ensuite, je vais pouvoir du coup mettre le reste à chaque fois dans la mantis, quoi, les deux. Et ensuite, je vais pouvoir performer l'algorithme d'addition. Et donc, c'est pas mal, tu vois. Et donc, ça, c'était tout à chaque fois dans le cas où, en gros, bon, ils sont du même signe, mais lorsqu'ils ne sont pas du même signe, bon, c'est exactement pareil. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, par exemple, tu vois, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'était genre... Tout début, c'était où? Voilà. Donc là, ils sont du même signe. Donc là, voilà. Là, ils sont plus du même signe. Et quand ils sont plus du même signe, tu vois là, hop, c'est pas l'addition que je vais envoyer en tant qu'algorithme, hein, que je vais appeler, c'est de la soustraction. Donc, voilà. Si par exemple le delta est inférieur, c'est-à-dire que le deuxième est supérieur au premier, bon bah du coup, c'est dans le cas de figure où en fait, hein, on a dû, par exemple, moins 3 plus 5 en fait, hein, techniquement, moins 3 plus 5, bon, on fait 5 moins 3. Ça fait 2, donc techniquement, c'est pour ça que c'est une soustraction. 5 moins 3, c'est une soustraction. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça directement. Évidemment, il y a toujours aussi le fait d'aligner la mantis, ça ne change pas. Et puis, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Et évidemment, si c'est le contraire, si c'est le contraire, c'est bien mantis deck moins mantis deck 2, techniquement, tu vois. Là, j'ai juste inversé par rapport au premier cas de figure, tu vois. Donc, en gros, c'est peut-être un peu moins intéressant que l'addition des entiers, mais c'est ce qui se passe en général. Et exactement pareil pour les doubles, c'est juste que, en fait, la taille de la mantis, elle est un peu plus grande, enfin, même beaucoup plus grande, je crois qu'elle fait 52 bits, un truc comme ça, et l'exposant fait 11 bits au lieu de 8. On a toujours un bit de signature. Donc voilà, en gros, c'est comment sont additionnés deux nombres décimaux, en fait, de manière binaire, quoi, tout simplement, selon la norme I3E 754. Alors, du coup, pour les soustractions, au niveau, par exemple, là on va parler des flottants et des doubles, c'est exactement pareil, c'est juste qu'on va inverser, en fait, lorsque sont appelées les additions et l'algorithme de soustraction. Donc, par exemple, tu vois, genre, donc là je suis où? Dans Abstraction Insane, donc ça c'est pour les entiers, je parlais plutôt de I3E 754, float to float subsection, tu vois, genre juste là en fait. Techniquement c'est exactement en fait la même architecture, c'est juste que tu vois, lorsque je vais appeler en fait par exemple là c'est où ça, où est-ce que je suis tu vois là en fait j'appelle toujours la soustraction au même endroit. Attendez, on va juste voir un truc vite. Oui, en gros la condition de base, tu vois, avant c'était lorsque en fait ils sont du même signe, et là c'est lorsqu'ils ne sont pas du même signe. Donc là où tout simplement j'appelais des additions, j'appelle maintenant tout simplement des soustractions et inversement. Donc voilà. Ok, donc maintenant au niveau des soustractions pour les entiers signés, alors qu'est-ce qui se passe? Donc
En fait, bah, comme vous vous en doutiez, du coup, c'est la même architecture. C'est juste qu'au lieu d'appeler du coup le même algorithme à chaque fois d'addition, bon, bah, je vais appeler à chaque fois pareil, dans tous les cas possibles, le même algorithme, mais cette fois-ci de soustraction. Voilà. Bon, bah alors là, du coup, il ne nous reste plus qu'à parler de la division entre nombres flottants. Hein. Donc on y va. Alors j'ai fait juste un petit test là pour du coup un petit peu vous montrer techniquement comment déjà utiliser les fonctions. Et après on va évidemment parler de l'algorithme, ce qui est quand même le plus intéressant. Donc techniquement, tu vois, par exemple, là je vais diviser 310 284.20 par 4560.1. Donc je vais compiler ça. Hop. Donc ça me fait 68.04. Hein. Qu'est-ce que j'avais exactement attendez, c'est ce que j'avais, donc 4000. Non, oui, alors 560.1, c'est le diviseur. Et le divisé, c'est quoi? Et 302 284. Pour combien point 20, enfin point 2 quoi. Donc ouais, ça me fait à peu près le même résultat. Il y a juste une petite divergence, tu vois. Donc là on a bien du 0, 4, 3, 2 et là c'est 3, 3. Parce qu'il y a des petites imprécisions de calcul dues en fait, évidemment au fait que un flottant dû à sa limitation au niveau de quand il stocke en fait les bits, il y a des petites imprécisions. Voilà. Avec un double, on aurait une valeur bien plus précise. Et d'ailleurs de ce que j'avais testé, comment dire, on a quasiment des divergences de précision au milliardième, voire encore plus de la décimale, quoi. Donc avec des flottants, c'est vrai que ça peut un petit peu être un peu compliqué au niveau de la précision, mais par exemple, si je vais réduire l'écart entre les deux, il va y avoir encore moins de problèmes, tu vois, genre si je fais 30 284 divisé par 4560, donc techniquement je m'attends à avoir quoi? Je m'attends à avoir ce résultat-là, et donc là si je compile, que je run, voilà, j'ai bien 6,64, 11, tu vois, et là il n'y a pas de divergence, parce qu'avant la divergence, je l'avais juste là, tu vois, à 33, donc à 1, 2, 3, 4 après la virgule, et là je l'ai juste après, 1, 2, 3, 4, est-ce que là j'ai une divergence qui est juste là? J'ai même pas de divergence, donc c'est encore après que j'ai une divergence. Ouais, j'ai un 5 au lieu d'un 6. Enfin bref, donc en gros, et puis avec un double, il n'y en a pas vraiment. Donc bref, c'est puis même, on peut aussi pas faire des valeurs qui vont être en dessous de 0, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois, genre 284. Là, normalement, il n'y aura pas trop de problème. Hein. Pareil, ça me fait 0,06. Techniquement, c'est ce que je suis censé avoir? Ouais, un truc comme ça, quoi, exactement pareil. Donc ça, c'est assez cool. Alors maintenant, comment est-ce que ça marche? En gros, ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais déjà déterminer... Alors oui, parce que... Alors, attends. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Ah oui, d'accord, ok. Alors, en gros, là, vous allez vraiment tout comprendre. Donc, tu vois, si je fais par exemple 284.2 divisé par 4560.1, ça me fait ça, ok. Et là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? En gros, tu as 0. Donc là, tu vas faire 284.2 moins 0 fois 4560. Ok. Ce truc-là, tu fais x10 maintenant. Donc ça te fait juste ça. Bon, ça te fait encore 0. Et tu as compris, moins 0 fois 4560.1. Donc tu vas encore faire un x10 du coup à chaque fois. Et là, hop là, ça te fait 6.23. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la valeur entière du résultat, donc 6, hein, tu vois. 28, 420. Enfin là, c'est assez logique, quoi, et vous allez c'est exactement sur quoi repose en fait l'algorithme que j'ai utilisé pour faire les calculs, quoi. Là, moins 6 fois quoi? Fois le divisé qui va jamais changer. Hein. 4560.1. Donc là, il nous reste 1059 et on va directement appliquer un x10 à chaque fois en fait. Donc ce qui va nous faire 10 590. 90, alors 94 du coup. 94, voilà, 94 en fait, hein, et divisé par, pareil, la même chose, hein, 4560.1. Donc là, tu vois, là on retrouve bien le 2.32, 31 qui sont juste là, la suite de chiffres après. Et donc là, pareil, hein, vous commencez à avoir l'habitude, 10 594 moins 2 fois 4560.1 fois 10, tac, etc., etc. Pour ça, c'est la base du truc. Alors, comment est-ce qu'on va s'amuser à faire ça au niveau binaire? Alors, pour l'instant, on n'avait pas du tout, par exemple, la multiplication, donc du coup x10 aussi. Mais c'est pas grave, on va juste en fait additionner lui-même le même truc 9 fois de plus, enfin 9 fois de suite, quoi. Comme ça, là, tu fais 2 fois 10, c'est comme si c'est additionné du coup à ton 2 initialement, 9 fois 2 encore en plus. Donc ça, c'est des petits trucs aussi à voir.
Mais ce qui se passe quand même plus concrètement, parce que là c'est peut-être un petit peu vague, en gros ce que je vais faire c'est que je vais déjà déterminer par exemple l'exposant en fait du résultat, parce que bah, comme là je vous l'ai fait voir, mais en gros tu peux directement déterminer l'exposant du résultat en calculant combien de fois je peux mettre le divisé dans le diviseur. Et ça te met un nombre entier, et le nombre entier en fait il va te donner l'exposant. Bon, évidemment, si c'est 0 fois et encore 0 fois, bah, du coup, on va à chaque fois diminuer l'exposant au lieu de l'augmenter, tu vois, parce que de base, on part à 127, et on va ajouter si l'entier est plus grand, si c'est égal à 0, 0.0.0, on va le diminuer. Donc tu vois, en gros, par exemple, pour des valeurs qui sont du style 0. quelque chose, en fait, l'exposant il est inférieur à 127, et du style 2. quelque chose ou 1.9, ou encore plus haut, en fait, l'exposant il est supérieur à 127, quoi. 127, c'est vraiment le zéro, entre guillemets, de l'exposant, quoi, tu vois. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais? Donc là, du coup, on va directement déterminer l'exposant, en fait, hein, à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir passer au calcul de la mantis. Alors, la mantis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, évidemment, là, c'était le cas, évidemment, si on était dans le cas de 0. quelque chose en termes de résultat. Donc, tu vois, si la mantis, elle était égale à 0, on passe à else, là. Et dans else, c'est pareil, on fait exactement le même algorithme, tu vois. Tant que c'est supérieur, bon, ben, on commence à chaque fois additionner, enfin à soustraire du coup le. Alors qu'est-ce que je fais là techniquement? Curve float, qu'est-ce que c'est? C'est x, donc x c'est le divisé, tu vois. Et de curve float, je vais à chaque fois ajouter curve float, ok. Et après, je vais voir si c'est supérieur. Ah oui, d'accord, voilà, ça c'est pour le calcul pareil de l'exposant. Non, de la mantis, attendez. Non, de l'exposant, oui, non, de l'exposant dans le cas où c'est égal à une valeur de 0. quelque chose, tu vois. Parce que, en gros, comment dire, le binaire, tu vois, donc évidemment, on a du 0, 1, par exemple, ça fait 1, tu vois. Mais pour les valeurs décimales, par exemple, 0.101, en fait, ça fait quoi? Techniquement, ça fait 0,5, tu vois, là, tu as du 0,5. Ensuite, tu as du 1 sur 2, en fait. Là, tu as du quoi? Tu as du 1 sur 2 puissance 2, donc 1 sur 4. Et là, tu as 1 sur 2 puissance 3, donc 1 sur 8. 1 sur 8, ça fait combien? Je sais pas ça en tête. C'est 0,125, donc techniquement, 0.101, ça fait 0,5 plus 0,125, donc 0,625. On va essayer quand même de voir si ça matche bien le résultat. Donc, on y va. Binary, tout décimal. On a ce magnifique site où on peut tester un petit peu nos choses, quoi. Donc 0.101, voilà, 0,625, tu vois, et vous avez compris le truc. Et là, si j'avais mis un 1 là, ça aurait rajouté 0,25 à 0,625. Donc 0.625 plus 0,25 sera égal à 0.875. Voilà, en gros c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il y a deux cas en qui vont calculer l'exposant de manière différente suivant le résultat, suivant l'entier, tu vois, l'entier du résultat. Et ensuite, par contre, du coup, je vais m'attarder directement sur le calcul de la mantis. Alors le calcul de la mantis, c'est ce que je vous avais fait en fait. Alors c'est juste que il y a une petite subtilité, c'est que en gros, là par exemple pour les valeurs flottantes, je peux directement setter un deck de deck booléen en fait, donc un vecteur de vecteurs booléens qui vont directement être en fait les valeurs, donc 1 sur 2, 1 sur 2 puissance 2, 1 sur 2 puissance 3, etc. Comme ça, je vais directement en fait m'en servir pour les comparer, si tu veux, en gros, à ce que je vais trouver, tu vois, à ce que je vais trouver. Comme ça, c'est des valeurs, c'est des constantes en fait qui vont me servir de comparatif. Et puis c'est quasiment tout, quoi, tu vois. Donc là, tu vois, j'additionne 9 fois pour faire 1 fois 10, tu vois, juste là. Ensuite, je vois si c'est supérieur ou pas. Et tant que c'est supérieur, bon, je vais encore, du coup, faire le truc de... donc là, attendez, là, c'est curve float. Donc curve float, c'est bien x2, donc c'est le diviseur. Et donc, je vais additionner le diviseur avec lui-même. Et donc, du même principe qu'avant, quoi. Et puis, je vais voir à chaque fois, du coup, si curve float... donc le diviseur que j'ai fait 1 fois 2 à chaque fois est supérieur au divisé, quoi. Et donc évidemment c'est à chaque fois
le divisé que je fais x10, voilà, c'est ça. Et le diviseur, bah, à chaque fois je reprends le même, donc x2 qui ne va jamais changer. Et là, comme je vous l'ai dit, en fait, tout simplement, et bah, ça va faire, est-ce que je suis à 1 sur 2, est-ce que, enfin, 1 sur 2, est-ce que mon truc, par exemple, il est supérieur à 1 sur 2, à 1 sur 4, à 1 sur 8, à 1 sur 16, etc., etc. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir construire, en fait, un vecteur un vecteur, un deck booléen que je vais maintenant pouvoir, comparer. Donc, tu vois, là, je vais faire un décimal dk push HMN. HMN, en fait, qui va dire combien de fois j'ai dû additionner en fait curfloat à lui-même. Donc, en fait, est-ce que je suis à 1 sur 2, 1 sur 4 ou 1 sur 8, etc. Donc, je vais construire littéralement un vecteur booléen qui va être en fait les décimales. Et après, du coup, je vais convertir en fait les décimales, parce que techniquement, qu'est-ce que j'ai? J'ai littéralement un truc du style 9, 8, 7, 4, 2, ou un truc comme ça, donc j'ai que des valeurs décimales, et après j'ai créé un petit algorithme qui permet de convertir les décimales, une suite de décimales, en en deck booléen, pour ensuite les comparer en fait justement aux constantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, et ensuite voilà, bah, du coup comme ça j'ai construit ma mantis et comme ça il n'y a pas de problème, tu vois. Ok, nickel. Bon bah on a fait déjà le tour pour la division, donc c'est assez sympathique. Et de la division, on pourra maintenant faire la multiplication entre valeurs flottantes et entre valeurs doubles aussi. Donc voilà. Allez, dernière ligne droite pour parler des multiplications en fait, entre valeurs flottantes. Alors on y va tout de suite. Alors, bah pareil, hein, tout à l'heure, comme tout à l'heure, j'ai fait un petit test. Là, par exemple, moins 45,63 fois 0,456. Combien est-ce que ça fait? Donc ouais, bien moins 20,8073. Est-ce qu'on s'attendait à ça ou pas? 0,63 fois 0,156. Ouais, on s'attendait à un truc à peu près comme ça, quoi, tout simplement. Pareil, tu vois, si n'importe quoi, si je fais un truc genre un petit peu plus grand, peut-être plus là, pareil, encore un plus grand, et que je recompile ça, alors attendez, du coup, 10, tac, et là c'est 145. Alors on s'attend à ça comme valeur, attendez, et qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur? 1522,71, est-ce que c'est ce qu'on souhaitait avoir comme valeur? 1522,77. Donc là, on a une petite divergence, tu vois, parce que je reparle encore des valeurs flottantes, mais c'est quand même moins précis que les valeurs doubles. Normalement, on n'aura pas ça avec des valeurs doubles. En tout cas, plus de précision que ça. Comment maintenant l'algorithme de la multiplication entre valeurs décimales va fonctionner? Alors, c'est relativement simple, hein, en tout cas, c'est quand même plus simple que la division, parce qu'on a un niveau d'abstraction qui est un peu plus grand, parce qu'en fait, on va se servir justement de la division pour faire notre multiplication. En gros, ce qui va se passer, c'est que tu vois, quand tu fais par exemple un 10.23.9.87, bah, tu peux directement faire ton 10.23, qu'est-ce que j'ai là? Oui, 10.23 fois la valeur entière de 9.87, donc 9. Et ensuite, ce que tu vas faire, en gros, c'est que tu vas faire... donc là, tu as cette valeur-là que tu vas retenir, hein, et là, tu vas faire ton 10.23 divisé par 1 sur 0,87. Donc, tu as bien 8.9. Et donc, si je vais faire 92, donc la valeur là, 0,07 plus 8.9001, on a bien le 100.9701, quoi. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça qu'on va procéder. Maintenant, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, au niveau, par exemple, aussi des signes, en fait, je veux juste travailler, si tu veux, avec des valeurs qui sont strictement positives, en termes, en tout cas pour la division. Pourquoi? Parce que, en fait, alors j'en ai pas parlé, mais la division, telle que je l'ai montré, ne fonctionnait que sur des divisés et diviseurs qui étaient entièrement positifs. Mais il y avait juste une fonction dont je vais pas parler qui prend cette fonction-là, donc en fait qui prend cette fonction-là en abstraction et qui va juste en fait, si par exemple, on sait que si A divisé par B, si les deux sont du même signe, c'est forcément positif, et si les deux ont un signe différent, c'est forcément négatif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté en fait au bit signé, enfin je n'ai pas rajouté, j'ai modifié le bit qui est normalement égal à 0 de signature qui stipule que le résultat est positif,
et je l'ai mis à 1 si les deux en fait, arguments en entrée ont des signatures différentes, okay. Enfin, ont un bit de signature différent. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est exactement ce qu'on va faire pour la multiplication. Donc là, vous voyez que x de 0, ax de 0 et x2 de 0, on le met à 0, donc en fait, on le met en tant que valeur positive, et c'est juste qu'avant, j'ai regardé si oui ou non, ils étaient du même signe. Et en fait, s'ils ne sont pas du même signe, à la fin du résultat, je le mets le résultat, en fait, que c'est un résultat négatif, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement le même algorithme là, dont je vous ai parlé, enfin le même procédé, la même méthode en gros. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là, par exemple, je fais un JTR 32, enfin 32 fois évidemment, parce que c'est sur les 32 bits, et is0 int, voilà, en gros, pour voir si on n'a pas 1 qui est égal à 0, sinon je retourne directement 0, c'est évidemment les cas particuliers, quoi. Et puis, là, on a float to int binary, donc en gros, je vais juste convertir x2 alors attendez, x2, pourquoi est-ce que float to int, ah oui, float to int, non, ok, float to int, c'est juste en fait avoir la valeur entière d'un flottant. Donc c'est pour ça que comme j'ai la valeur entière d'un flottant, là je vais faire le fameux 10.23 fois la valeur entière du multiplicateur, le deuxième argument, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'était assez facile parce que, en gros, j'ai fait un petit algorithme qui va juste additionner n fois x en fait, qui va additionner x n fois. Donc là, le n fois, c'est int part dq, int part dec. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Aucun problème. Si j'ai un truc de fois 0 quelque chose, en fait, ça me dit que je dois faire fois 0, donc en fait, je mets directement le résultat à 0. Et ensuite, bon, je vais faire exactement la même chose, sauf que je ne vais pas prendre la valeur entière du multiplicateur, mais la valeur décimale du multiplicateur, et je vais en fait après faire ré fois, donc, qui est en fait 1 en flottant, divisé par la valeur décimale, et ensuite je vais encore faire du coup x divisé par 1 sur, du coup, par 1 sur la valeur décimale du multiplicateur, et non plus du coup que faire l'addition entre ce qui a été trouvé par exemple le 10.23 fois 9 et le 10.23 divisé par 1 sur du coup 0,87. Et ensuite, parfait, du coup, j'ai mon résultat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et commentez, peut-être poser des questions si quelque chose n'était pas clair, etc. Pas de problème là-dessus. Je vous dis à la prochaine, et puis bonne soirée ou bonne journée.